Mais en fait, je peux pas leur dire: «Bah, mamie, a enseigné toute sa vie, c'était formidable. Elle aurait tellement aimé écrire et monter sur scène, mais en fait, malheureusement, elle ne l'a pas fait». Et ça, en fait, c'est l'électrochoc. One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Il y a des voix familières que l'on croit connaître. Et puis, lorsqu'on tend vraiment l'oreille, on découvre ce qui se cache derrière. Des silences, des blessures et des renaissances. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Véronique Gallo, cette Belge irrésistible au one-woman show aussi drôle que tendre. Derrière la quarantenaire qui ne cache rien des joies et des affres de sa vie de femme et de maman, il y a aussi l'ex-prof de lettres, amoureuse des mots, la fille d'un père taiseux, la petite fille d'une Italienne au destin cabossé et la femme habitée d'une grande spiritualité. Bienvenue dans un épisode lumineux, sincère et inspirant. Avec Véronique, nous allons parler d'une cheville foulée qui lui a donné accès à la scène, d'un coach moine zen devenu son mentor et d'un coup de foudre sur le tarmac à des milliers de kilomètres de chez elle et surtout de ce qu'elle imaginait. Bonjour Véronique et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour et merci de me recevoir. Je suis ravie, je vous le disais rapidement en off, je suis venue vous voir avec mon amie belge Christine quand vous êtes passée à Lyon là, au mois de mars. On a énormément ri puisque pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous connaître encore, vous êtes, j'allais dire que vous êtes humoriste. J'allais dire non, voilà. non, mais oui un peu. Ben non, mais si, alors oui. Qu'est-ce que vous êtes Véronique? Qu'est-ce que je suis? C'est une grande question, mais j'ai plutôt envie de dire que je suis une raconteuse d'histoires, quel que soit le média, des histoires qui font rire, mais qui font aussi pleurer et qui font bouger les lignes, voilà, du cœur. C'est ça que j'aime bien, moi, c'est la pulsation de la vie. C'est ça que j'ai envie de creuser avec vous aujourd'hui, parce qu'effectivement, je pense que le prisme par lequel on vous connaît, c'est plus l'humour, oui. Que ce soit à travers ce que vous faites sur scène ou à travers les vidéos. Tout à fait. Et je le revendique totalement. D'ailleurs, ça fait totalement partie de moi. J'aime beaucoup rire de la vie, mais je ne suis pas que ça. Pour commencer, évidemment, je vais vous faire parler de ce moment où vous avez écouté votre petite voix, parce que moi, sur le papier, quand j'ai l'idée de vous rencontrer aujourd'hui, le pitch, c'est Véronique était prof de lettres en Belgique, puisque vous êtes belge. Oui. Prof de lettres, une vie super bien rangée, depuis très tôt, 23 ans, vous êtes déjà maman et tout ça, tout va bien. Oui. Et puis un jour, on va comprendre pourquoi, comment, mais ça vrille un peu. Ça vrille. Alors, c'est ça qui est toujours très drôle, c'est de raconter évidemment la genèse. Mais c'est vrai qu'en fait, pour moi, intérieurement, ça ne vrille pas tant que ça parce que ma petite voix, justement, me dit depuis très longtemps tout l'inverse de ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, dès mes 9-10 ans, je sais
profondément, intérieurement, que je vais monter sur scène, qu'il va se passer quelque chose avec le théâtre, mais qu'il va aussi avoir quelque chose avec l'écriture. Donc, j'arrive pas bien à comprendre comment je peux rassembler tout ça. Je rêve de cinéma, je rêve de plein de choses, mais puisque je viens d'une culture où en fait mes parents sont pas du tout, c'est pas qu'ils sont pas sensibles à ça, parce que c'est mon père qui m'a fait découvrir l'humour et Guy Bedos, Muriel Robin, tout ça, mais mes parents sont pas cinéphiles, par exemple, mes parents ne sont pas littéraires, donc je suis un peu l'ovni de la famille. Mais mes parents m'encouragent. Donc, en fait, ils me poussent à faire du théâtre. Ils sont super contents pour moi que je fasse du théâtre, que je fasse du piano. Je suis très créative, donc que j'écrive. Donc, j'écris des carnets. Mais toujours quand même sous couvert de c'est un joli loisir. Ils m'autorisent, et c'est déjà une grande chance, parce que là aussi, ma petite voix me dit que je dois absolument aller faire un an aux États-Unis après ma terminale. Donc, en fait, c'est un projet que je porte, voilà, que j'accomplis. Et mes parents acceptent, on vient d'une famille plutôt, on n'a pas nécessairement les moyens, donc en fait, ils se saignent pour me l'offrir. Et quand je reviens, je leur dis, mais en fait, je vais faire le conservatoire de théâtre. Et là, oui, c'est pas qu'ils sont contre, mais c'est-à-dire qu'ils me disent, mais en fait, tu as les capacités d'aller à l'université, enfin, comme si c'était moins bien, en fait, de faire le théâtre. Tu pourrais être la première de la famille qui fait l'université. Tu es littéraire, tu adores écrire, tu adores la lecture, tu adores lire. Fais une licence de lettres. En fait, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça me paraît vraiment logique. Vraiment, je me conforme tout à fait à ce qu'on attend de moi et j'entreprends des études de lettres que je n'aime pas. J'ai une vie d'étudiante, j'ai mon agrégation de lettres après 5 ans et forcément, le chemin normal, c'est d'enseigner. Et j'adore enseigner. En plus, moi, j'adore les ados. J'aime bien transmettre. Donc, en fait, en plus, on va pas se mentir, le cours de français, je veux dire, c'est pas comme un cours de chimie. Enfin, je veux dire, on peut vraiment, on peut y faire plein de choses. Je donne des cours sur le cinéma. Enfin, j'inclus tout ce que j'aime. Je crée une troupe de théâtre. Enfin, en fait, ça colle assez bien avec qui je suis. Et puis, mon père meurt de manière assez brutale et soudaine et violente. Donc, il a 54 ans. Pourtant, j'avais déjà une grande conscience de la mort, mais c'est quand même un électrochoc de me dire ah merde. Donc en fait, ça peut se terminer très très vite. Et puis il y a une deuxième chose qui m'entraîne dans une réflexion et qui va développer ma petite voix, c'est que puisque mon père est décédé et que donc ma grand-mère paternelle, dont j'étais très proche, qui m'a beaucoup élevée, enfin qui s'est beaucoup occupée de moi, qui est italienne, enterre avec mon père son deuxième fils. En fait, au moment où elle enterre mon père, en fait, je sais qu'elle va pas s'en remettre, en fait. Tout ce que je peux faire, c'est l'accompagner là-dedans, parce qu'en fait, elle déclenche un cancer des os directement. Et je l'accompagne là-dedans. Je suis enceinte jusqu'aux yeux de mon deuxième, et vraiment à ce moment-là, dans une espèce de difficulté, de colère un peu par rapport à l'injustice, non seulement d'avoir perdu mon père, en plus de devoir accompagner ma grand-mère alors que j'ai 26 ans et demi. Enfin, je trouve que c'est pas ma place. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas ma place. Et en fait, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie me fait, parce qu'en fait, je l'accompagne jusqu'au bout, et que accompagner quelqu'un dans la mort, c'est l'une des plus belles choses qui soit au monde. En fait, comme mettre au monde. En fait, je crois que c'est les deux côtés de la vie. Et en fait, là, j'accouche de mon deuxième, et là, je sais pas, un truc me frappe et je me dis, mais donc maintenant, je suis maman de 2 enfants, donc je vais devenir moi-même grand-mère un jour, et je vais devoir raconter à mes petits enfants qui je suis. Parce qu'en fait, moi, j'ai tellement, pendant cette année-là, accompagné ma grand-mère et je lui ai tellement posé de questions sur qui elle était. Et il y a eu tellement de phrases, ça, je pouvais pas, ça, j'ai pas eu le droit, ça, j'ai pas pu. Enfin, il y a énormément de regrets dans sa vie. Moi, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais dire à mes petits-enfants? Et là, je me dis, oh, mais en fait, je peux pas leur dire, mamie a enseigné toute sa vie, c'était formidable. Elle aurait tellement aimé écrire et monter sur scène, mais en fait, malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et ça, en fait, c'est l'électrochoc. Je me revois en difficulté à cette époque-là. Et puis j'ai trouvé que le deuil, quand on est jeune maman, c'est très complexe avec des petits-enfants, parce que les petits, d'abord, ils perçoivent le chagrin. On peut évidemment leur en parler, mais on peut pas tout leur dire. Il faut les protéger, il faut les épargner. Et moi, ça a été très complexe pour moi, ça, de devoir tenir bon pour eux. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut accueillir votre propre tristesse et souffrance, et tout en restant super, et on fait un puzzle. Hein. Viens, on y va. Oh, c'est trop chouette, la souris est sortie de son petit trou. Ouh, on appuie sur... Enfin, tous ces trucs d'enfants, de petits-enfants avec les jeux de société. Enfin, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, que j'ai raconté d'ailleurs dans un roman plus tard, parce que ce sont des choses qui m'ont vraiment touchée. Ce roman, c'est... Pour quand tu seras grande. Ok. C'est le deuxième, ouais. Ok, parce que le premier... Oui, tout ce silence, ça raconte l'histoire. Ah oui, ça raconte l'histoire de Nona, vraiment de sa vie de femme,
et de l'année où je l'accompagne, en fait. Qu'est-ce qui fait, elle, justement, qu'elle n'a pas écouté sa petite voix? Parce qu'en fait, c'est ça aussi, tout le sujet. Ça s'appelle pas Tous au silence pour rien, parce que je pense qu'elle a eu plein de fois une petite voix qui a parlé, mais en fait, on lui a pas appris à l'écouter. Donc, Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai cru voir dans votre parcours d'un silence qui est quand même souvent présent, notamment avec vos parents. Si je dis pas de bêtises, votre papa, c'était plutôt un taiseux. Ah oui, mon papa, un grand taiseux. Ma maman, pas du tout. Ma maman, elle était pour la libération de la parole, donc ça, je lui dois beaucoup. Mais mon papa, oui, c'était plus qu'un taiseux. C'était un introverti. Donc, en plus, quelqu'un qui avait très peu de capacité d'analyse de ses propres émotions. Donc, qui était totalement verrouillé. Tout passait par le rire. Ce biais-là et cet amour qu'il avait de l'humour, des mots, enfin moi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés, qui nous a beaucoup tenus ensemble. Mais mon papa était alcoolique, donc je vais dire jusqu'à mes 8-9 ans, enfin jusqu'au décès de son frère, c'était un homme qui allait quand même plutôt bien. À partir du suicide de son frère, en fait, c'est une descente aux enfers. Et puis mes parents divorcent, sans jeter la pierre du tout à ma mère, parce que je peux comprendre. Enfin, je veux dire vraiment, c'était pas tenable en fait de vivre avec un homme qui buvait comme ça. Mais c'est la descente aux enfers en fait, jusqu'à mes 26 ans. Donc c'est long. Et il y a eu vraiment à la naissance de mon fils un moment où il s'est, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il reprenait. Le fait de devenir grand-père en fait a fait beaucoup pour lui. Donc on a eu quand même 1 an et demi de très beau. C'est comme une réparation, mais de nouveau, c'est très complexe parce que quand il est décédé, alors que je pensais qu'il allait mieux, en fait, il allait pas mieux du tout. Et donc, en fait, tout ce que j'ai découvert après sa mort, c'est extrêmement violent. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que, enfin, c'est une vraie interrogation. C'est nos parents sont nos parents, on les voit comme nos parents. Donc, c'est papa et maman. Mais en fait, c'est très intéressant aussi de découvrir qui ils sont en tant qu'hommes et femmes. Et ça, c'est quelque chose qui vient plus à l'âge adulte et qui est bousculé quand on perd un parent. C'est vraiment quelque chose qui vient titiller, c'est-à-dire de se dire, mais mince, en fait, je n'ai pas connu... Mon père était mon père, mais j'aurais aimé le connaître plus longtemps en tant qu'homme et lui poser des questions d'adulte à adulte, de comprendre, en fait. Parce que, aussi, à un moment donné, on comprend que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Chaque être humain, je pense, fait du mieux. Enfin, je veux dire, à moins d'être face à quelqu'un qui veut vraiment faire du mal, et ça existe. Mais moi, c'était pas le cas de mon père. Je veux dire, il n'a pas fait exprès de foirer sa vie. Il n'a pas. C'est un parcours, c'est un parcours particulier. Et donc, j'ai fait tout un trajet par rapport à ça, par après, avec lui. Et vu que j'ai une grande spiritualité, mais je me sens très accompagnée par lui aujourd'hui, par exemple. Voilà. Ok, c'est joli. Ah, oui. Il a toute sa place encore dans votre vie, dans votre quotidien. Oui. Surtout que lui, il n'a pas du tout connu mon changement de carrière. Or, c'est lui qui aurait tous mes proches. Voilà, lui, quand j'ai fait l'Olympia. Vous avez pensé fort à lui. Ah oui, il a été là tout le temps. Oui. Parce que c'est lui qui nourrissait chez vous cet amour-là. Oui, parce qu'on en parlait, parce qu'il adorait Paris, parce qu'il adorait la culture parisienne, parce que le théâtre, etc. Il m'a transmis ça. Voilà, c'est un truc qu'on avait tous les deux. Et pour autant, si je reviens à notre fil de l'histoire, c'est aussi, j'ai l'impression, son décès qui va vous ouvrir les portes de cette autre carrière. C'est ça qui va faire que vous dites, bah non, en fait, ok, prof, même si je m'amuse, j'ai ce rêve d'enfant là qui est enfoui et que je peux pas laisser de côté. Je n'y vois que des liens, je veux dire, c'est-à-dire que si mon père ne meurt pas, peut-être qu'en fait je suis encore prof. Donc c'est génial en fait. Donc il vous a laissé ce cadeau, presque comme un legs. Mais les souffrances, les trucs qu'on vit, c'est les plus grands cadeaux. Toujours. C'est terrible, hein, mais c'est vrai. Oui, je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de terrible parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui nous fait grandir, en fait. Oui, absolument, ça nous fait grandir. Mais du coup, on est obligé d'en passer par là. Oui, mais c'est parce qu'on nous a fait croire que la vie était un truc youpi way, mais c'est tout l'inverse. Il y a vraiment de la beauté à trouver dans la difficulté, dans la souffrance, même si c'est pas facile. Il va y avoir ce moment de vie qui vous met en fragilité, mais qui ouvre de nouvelles voies. Et puis, il y a encore du temps qui passe, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas parce qu'on a sa petite voix qui crie qu'on y arrive tout de suite. Mon Dieu, ce serait bien. Ce serait formidable, ça. Ce serait formidable. Alors, il va se passer combien de temps et qu'est-ce qui va se passer pour que vous vous autorisiez à y aller? Alors, Nona décède en 2004 et en fait, à partir de là, non seulement je me mets à écrire des pièces de théâtre pour les élèves que je mets en scène, donc je crée une troupe de théâtre. Je m'autorise à écrire autre chose qu'un journal intime. Et puis, je décide de me former parce qu'en fait, je ne me sens pas légitime du tout puisque je n'ai pas fait ce fameux conservatoire. Ah, le fameux. Et que j'ai beau avoir fait du théâtre toute mon adolescence, mais je n'ai quand même pas de diplôme
avec une belle étiquette. Donc, je me dis que je vais me reformer et il existe en Belgique un truc génial qui s'appelle l'ACADT qui permet en été de faire une semaine ou 2, enfin, on fait ce qu'on veut, mais d'un stage avec un professionnel. Voilà. Dans le domaine, on choisit théâtre, cinéma, peinture, enfin, voilà. Et qui permet à des artistes, en fait, de se former dans des sujets précis. Et donc, je fais un premier stage là-bas. Et lors de ce premier stage de théâtre, je vais assister à une présentation d'un autre stage. Et cet autre stage, c'est seul en scène. Et j'assiste à ce truc. Je me dis, mais c'est ça, en fait, que je dois faire. C'est ça, il faut que je vienne l'année prochaine. Donc, ça me reporte à dans 1 an. Mais à ce moment-là, tout le monde autour de moi trouve ça formidable que je m'octroie 1 semaine par an pour faire un joli loisir. Donc, la première année où je fais ce stage, mon deuxième à 9 mois. Ah oui. Alors, c'est vrai que c'est tôt, hein, c'est vrai. Mais je veux faire ce stage absolument, je veux y aller. Et tout le monde me renvoie. Ben, enfin, qui va faire à manger aux enfants? Mais qui va faire la lessive de ton mari? Mais comment va te faire? Et c'est tout ça, c'est tout ce truc-là dans lequel je suis à ce moment-là. Et moi-même, je me suis conformée totalement à cette image d'Épinal de la famille où c'est quand même la femme qui tient le ménage. Mais enfin, je décide quand même de faire ce stage. Et quand je rentre, tout le monde a l'impression qu'on m'a octroyé la semaine, mais vraiment de luxe. C'est-à-dire qu'en fait, je suis bénie des dieux d'avoir eu cette semaine. Et directement, je dis, l'année prochaine, j'y retourne. Et là, tout de suite, ça coince un peu. Ça coince un peu. Je ne laisse pas le choix. Je dis que ça, c'est mon truc. En plus, moi, vu que je suis enseignante, je suis les 2 mois de vacances, toute seule avec les enfants. J'en ris parce que je n'aurais pas pu ne pas avoir d'enfants et j'ai adoré être maman. Mais je me découvre, en fait, tout l'inverse de ce que je croyais. Moi, je pensais que j'allais adorer m'asseoir sur un tapis, faire des Legos, des machins, des confitures, des trucs, faire des... Mais pas du tout, en fait. Ça vient vraiment me bousculer très fort parce que j'avais imaginé autre chose. J'étais convaincue que ça allait me combler. Et en fait, pas de chance pour moi parce que je connais beaucoup de mamans que ça comble et c'est magnifique. Moi, c'est pas le cas. Et donc, en fait, je passe mon temps à attendre qu'il soit au lit pour écrire. Je passe mon temps à attendre qu'il fasse une sieste pour avoir du temps pour moi, pour être créative pour moi, en fait. Heureusement, vous faites partie de ces femmes qui libèrent la parole sur la maternité et le fait que c'est OK, en fait. Tout est OK, en fait, dans la maternité, parce que c'est OK aussi d'aimer. Je veux dire, je trouve ça très touchant aussi, les mamans qui disent, moi, je n'arrive pas à reprendre le boulot et je pleure tout le temps. Et je trouve ça OK de se dire aussi, en fait, on a le droit, si on a envie, de rester 3 ans avec ses enfants, ou 5 ans, ou 10 ans. Enfin, en fait, il n'y a pas de bon chemin. Non. Mais la société a voulu nous faire croire qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc, c'est ça qui est un petit peu complexe. Je m'inscris évidemment dans le stage de seul en scène l'été suivant. Donc, on est l'été 2006. Et là, en fait, honnêtement, je le dis, je suis née une 2e fois. Incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, je vis 7 jours d'une intensité folle où j'ai l'impression d'être à ma place, où j'ai l'impression que tout est juste. Et où en plus, je sens que... Parce qu'en fait, l'objectif de ce stage, c'est on nous donne une consigne et on a un sujet et en 8 jours, on doit avoir écrit 12 minutes d'un seul en scène qu'on présente en fin de stage. Donc, et on est accompagné à ce moment-là dans ce stage par Jean Lambert et Bruno Belvaux, c'est un binôme. Et Jean Lambert, qui est un grand metteur en scène belge. Et où, en fait, à la fin du stage, ils me disent tous les deux, faut que tu écrives, en fait, hein. Sur scène, c'est encore un peu compliqué parce que je suis très verrouillée moi-même je veux que ça soit parfait, je veux être parfaite tout de suite. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Par contre, en écriture, ça va tout seul. À scène, je sens bien qu'il faut quand même un petit peu... je manque de vomir avant de monter sur scène. Enfin, je veux dire, tout à coup, je suis face à une réalité où je me suis toujours vue sur scène. Alors, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des spectacles, ça. Enfin, là, tout seul, c'est quand même pas le même truc. Avec ce qu'on veut dire en plus, hein, c'est un cri quand on écrit, il y a un cri. Là, c'est quand même un peu stressant. Ouais. Mais ça se passe super bien. Et ils me disent tous les deux, et Jean notamment me dit le dernier jour, si jamais tu écris à nouveau, envoie-moi et je lirai. Et je repars avec ça dans ma petite valise en disant, il y a quelqu'un qui m'a dit, je lirai. Donc en fait, il faut pas me le dire 3 fois. Donc moi, je rentre à la maison. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon été du mois d'août avec les enfants. La journée, je m'occupe d'eux et le soir, j'écris en fait. Et j'ai un texte qui sort, mais comme ça, sur 3 semaines. Et donc, en fait, 3 semaines après, je recontacte Jean Lambert et je lui dis, voilà, je suis prête, j'ai écrit. Il raconte encore aujourd'hui, c'est mon metteur en scène toujours aujourd'hui. Il m'a tout appris, Jean, c'est vraiment mon guide. C'est un mentor. Ah oui, c'est un mentor, oui. Il raconte toujours aujourd'hui que, en fait, jamais il n'a pensé que j'allais le recontacter.
Donc, il était très surpris. Et puis, il a lu. Et puis, alors là, ça a de nouveau pris du temps. Hein, voilà, parce qu'en fait, moi, je suis une grande impatiente. Donc, j'étais persuadée que j'allais écrire, il allait me mettre en scène, je serai à l'Olympia. Voilà, paf, paf, paf. Non, normal. Voilà, absolument non, pas. C'est comme ça que ça marche, non? Oui, je croyais, voilà, un truc un peu... surtout que je me sentais tardive, puisque je m'avouais à moi-même, je veux dire quand même tardivement que je voulais faire ce métier, parce que là, quand même, avec le temps qui passe, le premier spectacle, c'est 2008. Donc 2008, j'ai 32 ans. Je veux dire, c'est tard, 32 ans pour un premier pas dans une carrière. Et en même temps, c'est encore hyper jeune. Et en même temps, c'est encore hyper jeune. En tout cas, à l'époque, vous ne le viviez pas comme ça. Ah non, je le vis comme si j'étais très en retard sur tout le monde, oui, oui, oui. Ça prend quand même 2 ans entre le moment où je rencontre Jean et le moment où je monte sur scène, parce qu'en fait, évidemment, moi, je pense que j'ai écrit, et il me dit, écoute, moi, j'ai une carrière, je suis super occupée, donc je ne lirai pas avant décembre. Donc moi, je lui envoie fin août. Il me dit, avant décembre, j'aurai pas le temps. Je fais, putain, décembre. Ben oui. Je peux mourir 12 fois d'ici décembre. Voilà ce que je me dis. Mais bon, voilà, il finit par lire. Il me voit et là, il me dit, mais c'est génial, je suis prêt à te mettre en scène, mais en fait, on va travailler l'écriture. Ah, ok, super. Et là, il prend mon texte, il fait, alors voilà, tu vois, en fait, tu as 4 spectacles dans un, donc ça, on barre, ça, on barre, ça, on barre. Donc, il me donne plein de consignes et il me dit, tu retournes écrire et moi, je pense que je peux te revoir en avril. Donc, il faut encore attendre. Donc, je retourne, j'écris, je reviens en avril. Et en avril, il me dit, c'est super, tu as super bien progressé. Mais regarde, là, par contre, tu vois ton fil, c'est pas comme ça, nanana, faut ta Il m'apprend tout en dramaturgie. Mais oui, tout. C'est tout un, il me transmet tout. Un travail. Et il passe des heures avec moi devant ce texte. Et donc, on se voit comme ça plein de fois pour le travailler. Et puis, il me dit, ok, donc moi, maintenant, je veux bien te mettre en scène. Donc, jusque-là, tous mes proches pensent, oui, que j'avance sur un projet. Voilà, mis à part le papa de mes enfants qui est au courant et qui... Lui, il a pris la mesure. Oui, il a pris. Est-ce qu'il a pris la mesure? Je ne sais pas, mais franchement, il me soutient. Je suis très touchée par le fait qu'il me soutienne là-dedans, qu'il me mette pas des bâtons dans les roues. Ouais. Donc voilà. Et puis en fait, Jean Lambert me dit, mais écoute, si tu veux monter sur scène, moi je te mets en scène, mais c'est pas pour jouer 3 dates à la campagne, quoi. Tu dois trouver un théâtre à Bruxelles, donc trouve un théâtre. Ok, donc il est super gentil, il me donne plein d'adresses, plein de contacts. Et moi, j'écris, voilà. Mais je suis pas comédienne, j'ai pas de diplôme, j'ai écrit ce texte. Bon, il faut déjà que les gens acceptent de le lire, ce qui dans le milieu théâtral n'est quand même pas si évident que ça, surtout quand on n'a pas le réseau. Et en fait, je reçois que des noms, des refus. Et vous vous sentez comment à force d'empiler comme ça les refus et les... je me dis que je vais quand même monter ce truc, que je vais quand même en fait, je sens que je vais quand même y arriver, mais c'est pas comme je voudrais, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais l'Olympia. Voilà, l'Olympia, et que là, je vais jouer dans un champ à côté des vaches, quoi. En fait, en gros, je suis un peu à ça. Il me reste une dernière cartouche qui est un petit café-théâtre au Sablon à Bruxelles, qui est tenu par une dame extraordinaire qui s'appelle Huguette Van Dijk, qui est assez réputée, en fait, ce petit... c'est pas un cabaret, c'est un café-théâtre dans une cave voûtée, mais où il y a du théâtre, de la musique, il y a toutes sortes de choses. C'est une petite salle de 82 places. Et elle me répond pas. Voilà. Elle, j'ai envoyé, elle me répond pas. Donc finalement, je prends mon téléphone, je l'appelle et je me suis à peine présentée en disant voilà, je vous contacte parce que je vous ai envoyé un texte. Elle me gueule dessus. Elle me dit écoutez madame, vous allez arrêter de m'importuner maintenant. Enfin voilà, je vous ai déjà dit 10 fois que vous écrivez de la merde. C'est de la merde ce que vous écrivez. Donc mais elle me gueule dessus, quoi. Et elle me raccroche au nez, c'est hyper violent. Et elle me raccroche au nez, donc je raccroche et je me dis mais c'est pas moi. Donc je reprends mon téléphone. Et je la rappelle pour lui dire, c'est pas moi, excusez-moi, vous faites erreur, pardon. Et donc je lui dis, je suis vraiment désolée. Donc je vous redis mon nom, c'est Véronique Guélo, le texte s'appelle On ne me l'a pas dit. En fait, je pense que vous faites erreur, ce n'est pas moi, parce qu'on ne s'est jamais entendu. Et là, elle me dit, écoutez, que ce soit vous ou pas vous, je reçois tellement de textes, vous comprenez bien, ma petite dame. Je n'ai pas le temps de tout lire, donc écoutez, passez votre chemin, merci beaucoup, bonne journée. Et elle raccroche. Et là, je pleure. Je pleure beaucoup, 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 pendant 3 jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En me disant, voilà, c'est mal barre, hein. Ouais. 3 jours après, je reçois un mail du Guette qui me dit « Chère madame, je me suis foulé la cheville en descendant à la Samaritaine le jour de notre appel. Je me suis immobilisée. J'ai lu votre texte, je veux vous voir. » J'adore. Ah oui, moi aussi. Bah oui. Moi aussi, j'adore. Incroyable. Mais c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Oui. Vous faites partie de ces gens qui sont... C'est cette fameuse spiritualité dont vous parliez tout à l'heure? Ça fait partie de cette spiritualité, oui. Et vous l'avez nourrie comment au fil des années, cette spiritualité? Je l'ai toujours eue. C'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Mais j'ai été élevée dans un catholicisme vraiment assez important.
mais qui très vite, au bout d'un moment, ne me parlait plus trop parce que tous les dogmes et tout ça, moi, c'est très compliqué pour moi. Et puis en fait, en 2013, j'ai eu la chance de croiser un moine zen sur mon chemin parce que je cherchais un coach, que j'ai tapé coach d'artiste sur Internet, que je suis tombée sur le site Internet de ce monsieur, qui m'a dit venez pour un premier rendez-vous, je verrai si je peux vous aider. Et quand il a ouvert la porte, c'était un moine. Et puis il est devenu moine de la forêt, il est parti en Thaïlande, mais en fait c'est mon maître spirituel depuis et il m'a tout appris. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et ça prend quelle forme alors dans votre quotidien, cette spiritualité? Ben, c'est tout le temps là. Il m'a appris ce que c'était vraiment la foi. Et parce que moi, j'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui avait la foi. Et il m'a dit, mais en fait, la foi, tout le monde pense que la foi, c'est croire, espérer. Ouais. Mais la vraie foi, en fait, c'est savoir, et pas savoir d'une manière docte, hein, c'est sentir au plus profond de soi que c'est juste. Et ça, c'est la foi. Il a développé ça en moi et donc je me sens aujourd'hui, j'ai profondément la foi. C'est-à-dire que je sais que quoi que je vive, ça va faire sens, que ce n'est que de toute façon qu'un chemin parmi tant d'autres. Donc en fait, il n'y a plus cette espèce d'urgence, il faut à tout prix s'accomplir dans cette vie-ci. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai en plus la sensation, et c'est très personnel, mais qu'il va encore y avoir beaucoup de vie après, qu'il y en a déjà eu beaucoup avant. Ok, ça me parle. Et que tout ça est c'est très apaisant en fait. Donc j'y vois beaucoup d'apaisement. Vous avez l'air, enfin voilà. Alors que j'étais une grande stressée, j'étais une anxieuse mais épouvantable, insomniaque. Vous en jouez beaucoup d'ailleurs dans vos spectacles. Ah bah oui. On peut très facilement se reconnaître, notamment dans le côté maman hyper anxieuse, ou là dans le spectacle plus récent où c'est hyper drôle pas encore cinquantenaire, mais quand même, on a quelques prémices de périménopause. Oui, mais mais c'est profondément qui on est. Enfin, c'est une expérience humaine en fait. Donc, et c'est pas parce que je me suis apaisée que j'ai encore des grands moments d'anxiété. Mais en fait, les techniques qu'il m'a données font que j'y reste moins longtemps. Et donc, juste pour finir cette parenthèse spiritualité, je crois que vous pratiquez pas mal la méditation. Oui. C'est quoi? C'est au quotidien? Ça fait partie de votre hygiène presque quotidienne? Oui, ça fait partie de mon... Et c'est même devenu... ce qui est très agréable, c'est que je ne médite plus nécessairement au même endroit. Avant, j'avais vraiment des rituels. Pendant quelques années, ça a été important pour moi d'avoir un rituel de méditation. Mais oui, je médite assez bien, oui. Pour moi qui avais un mental épouvantable, d'ailleurs j'en parle dans le spectacle que vous avez vu avec un hamster qui tourne, et c'est toujours le cas, j'ai un mental qui prend tout le temps le dessus, qui veut tout contrôler, qui veut tout diriger, qui a un avis sur tout, et qui joue contre moi en fait, moi tout le temps. Mais on le connaît bien, ce hamster. Ah bah oui, mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour l'identifier et pour comprendre que j'étais ma propre ennemie en fait, et que c'était moi le nœud. Voilà, donc en fait je continue à travailler dessus, mais la méditation me permet de le faire taire. Oui. On revient à Huguette. Oui, Huguette. Mais oui, Huguette qui se casse la cheville ou la jambe, mais qui en tout cas du coup me découvre. Qui me découvre, qui lit le texte, qui me donne rendez-vous à la Samaritaine. Je me souviens, on est au mois d'avril et elle est très impressionnante, Huguette. Elle me dit, ben voilà, je vais être franche avec vous, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. J'ai adoré votre texte, mais malheureusement, vous n'êtes pas comédienne. Et donc je la regarde, je dis oui, je sais, mais je vous jure. Et là, je pars dans une espèce de... Vous savez, on a parfois le speech de sa vie comme ça, où je lui fais un speech de la mort qui tue pendant 10 minutes sur le fait que j'y crois, que je sais que je suis faite pour ça, que je suis une bonne comédienne, que je vais le jouer, l'incarner, que je porte ce texte. Enfin, je lui fais tout un truc. Et elle me regarde, elle me fait oui, j'adore ce texte, mais vous n'êtes pas comédienne. Elle me le répète 10 fois. Mon Dieu, et puis au bout d'un moment, je finis mon espèce de grand discours, et elle me regarde, elle me fait bon allez. Elle sort un contrat qui est déjà prêt. Non. Elle sort un contrat, elle me fait je vous donne 2 semaines. À la rentrée, septembre, ça vous va? Oui. Enfin, là oui, mais donc je sors de là dans un état pas possible. J'appelle Jean évidemment tout de suite pour lui dire en disant écoute voilà, on a un théâtre, on a 2 semaines, il faut mettre en scène le spectacle. Et c'est parti, et on met en scène le spectacle. On est d'accord que pendant ce temps-là, vous êtes toujours prof. Ah oui. Mais je vais être prof jusqu'en 2012. Hein. Vous vous sentez comment, là, ce jour de septembre, au moment d'entrer en scène? Ah là, je me dis que je vais mourir, parce qu'en fait, tellement j'ai envie de peur. Mais en même temps, je suis galvanisée, et en même temps, de toute façon, j'ai pas le choix.
faut y aller, et j'y vais, et je monte sur scène, et je crois que quand je revois les images, c'est très fragile, en fait. C'était encore tout petit, c'était très fragile. Mais j'ai ce soir-là, de nouveau, coup de bol de la vie, comme quoi les hasards sont bien faits, dans la salle, dans le fond de la salle, par hasard, il y a la plus grande critique théâtre de la presse belge, francophone, qui est là. Catherine Macrel, qui est dans le fond de la salle et qui est enceinte jusqu'aux yeux. Le spectacle s'appelle On ne me l'avait pas dit et raconte tout ce qu'on nous avait pas dit à nous, jeunes mamans, sur les enfants et le mariage. Et enfin, puisque ça fait le parallèle entre le fait que je croyais vivre la petite maison dans la prairie et qu'en fait je suis dans Dallas. Et voilà, elle me met 3 étoiles dans le soir, 2 jours après. Ok, donc là ça ouvre. Ah bah oui. Il y a du public. Ah oui, il y a du public qui vient, donc c'est complet à la Samaritaine. Les centres culturels, en Belgique, c'est quand même un petit réseau, hein, théâtre, on n'est pas comme en France. Tous les directeurs de salles, de centres culturels viennent voir, et il y en a qui achètent, en fait, parce qu'en fait ça parle aux mamans, ça parle, voilà, et que bon, je pense que j'ai la chance que c'est bien écrit, parce que Jean m'a vraiment bien coaché, en fait. Et que vous l'avez bien fait aussi au départ. Oui, j'ai une qualité d'écriture, mais bon. Et qu'est-ce qui va se passer entre cette scène-là à Bruxelles chez Huguette et l'Olympia? Pendant 4 ans, je suis encore prof, donc en fait, je n'ai pas de place du tout dans la profession. C'est-à-dire que je suis un ovni dans la profession, donc pas du tout reconnu par mes pairs. Je prends la place de personnes qui ont le diplôme, qui cherchent à faire ce métier depuis longtemps et qui, elles, font vraiment ce métier. Alors que moi, j'arrive et en tout cas, je sens bien qu'il n'y a pas du tout un accueil. Il n'y en a pas, en fait, du tout. Je suis outsider et en plus, je remplis. Et en plus, les centres culturels, donc en fait, c'est un réseau très particulier en Belgique. Enfin voilà, c'est pas si évident que ça d'y rentrer. Les centres culturels me prennent tous. Donc, je pense que c'est un peu mal vu, mal vécu. Et pour couronner le tout, je ne rentre dans aucune case. C'est-à-dire que les gens d'humour viennent me voir, parce que je les invite à venir me voir en espérant évidemment aller à l'Olympia très rapidement, parce qu'il me semble que ça va aller très vite, viennent me voir et me disent ouais, c'est bien, mais en fait, tu devrais faire des sketchs. Tu devrais faire des sketchs, parce que ton écriture avec un personnage comme ça, puis il y a des moments émouvants, enfin, c'est un rire toutes les 40 secondes, c'est ça la règle. Oui, mais bon, moi, c'est pas ça que j'ai écrit, c'est pas ça que je raconte. Et puis les gens de théâtre, où moi j'espère plutôt entrer, parce qu'en fait moi je me sens déjà pas humoriste du tout, je voudrais rentrer dans les grandes maisons de théâtre, ils viennent voir et ils disent « Ouais, c'est bien, c'est un peu trop drôle ». Je n'ai jamais compris aucune des phrases, ni fait rire et fait rire toutes les 40 secondes, ou c'est trop drôle. Je ne comprends pas, en fait. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Alors je pense qu'à ce moment-là, honnêtement, voilà, je ne corresponds pas à ce qui est attendu. Et donc, en fait, c'est ça qui est complexe, c'est que cette trajectoire hybride que j'ai, qui est non seulement d'écrire des spectacles qui sont des seuls en scène, qui font rire, mais pas que, ou c'est un personnage tout du long. Alors maintenant, évidemment, je me suis délestée de ce côté personnage, mais enfin, mes 3 premiers seuls en scène, ce sont des personnages. Parce qu'en fait, j'ose pas. Ce n'est pas vous. C'est pas, oui, j'ose pas être moi. Et qui marchent et qui ont tous un succès dans la presse et au niveau public. Ça me fait faire un parcours de dingue en Belgique, mais j'arrive pas à passer les frontières, en fait. Donc, je me retrouve en 2012 à décider finalement de quitter. Je quitte l'enseignement parce qu'en fait, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. J'arrive en classe le matin, j'ai oublié mon journal de classe, j'ai pas corrigé les interrogations, j'ai rien fait, je descends jusque-là, j'ai joué la veille. Bon, c'est très drôle pour les élèves à qui je ils sont au courant, j'imagine. Oui, ils suivent. Ça doit les amuser follement. Oui, c'est très drôle, ça. J'ai toute une génération d'élèves de terminale qui ont suivi, qui viennent me voir et qui viennent encore me voir aujourd'hui. Enfin, voilà, magnifique. Mais c'est plus tenable. C'est plus tenable, je ne tiens plus. Parce qu'accessoirement, vous êtes maman. Ah oui, de 2. Vous avez déjà eu 2 encore, pas encore de 2. Je voudrais bien déjà depuis longtemps avoir un 3e, mais la nature ne veut point. Donc en fait, j'ai beau essayer, ça marche pas. Et puis à ce moment-là, je signe le 3e spectacle pour 2013. Donc là, à ce moment-là, j'ai 2 spectacles qui ont tourné et je signe le 3e spectacle en 2013. Tout doit sortir. Voilà. En plus, je m'autoproduis, donc en fait, c'est moi qui fais les démarches avec les salles, etc., pour trouver, pour jouer. Et en fait, ça devient une économie viable. C'est pas waouh, c'est moins bien que l'enseignement et que la certitude d'avoir une place nommée, mais ça devient quand même un peu viable. Et là, j'ai la chance aussi que le papa de mes enfants me dit je serai un backup.
Comment c'est perçu justement par votre entourage? Parce que jusqu'à maintenant, on a pu se dire ah c'est sympa ce qu'elle fait Véronique, presque comme une lubie ou un loisir, mais Oui. là, Non, là, ça maintenant, devient quand même, oui, ça devient quand même plus sérieux. En plus, il y a des articles de presse qui disent que j'ai du talent. Donc, tout à coup, en fait, tout le monde dit, on le savait depuis le début, en fait. Ça, c'est toujours très drôle, tous les gens qui se réapproprient le truc. Voilà. Mais bon, c'est touchant, en même temps, c'est très humain. Et dans ma famille, tout le monde commence un peu à y croire, avec quand même juste une inquiétude par rapport à mon Dieu, tu ne vas quand même pas quitter l'enseignement. Parce que ça, c'est, je pense que alors je parle pour ça de la génération de ma maman, de mes beaux-parents, enfin mes ex-beaux-parents, enfin, et je comprends que c'est dans une génération où, en plus déjà à leur époque, on changeait pas de boulot, donc déjà c'est compliqué pour eux. Mais quitter en fait un emploi stable où il y a une retraite qui m'attend derrière, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes par rapport à ma vie de famille. Et donc je reçois beaucoup de commentaires sur mais comment est-ce que tu vas faire avec les enfants? Parce que c'est quand même un métier qui se fait le soir. Comment ça va se passer? Voilà. Ou autre commentaire, et donc quoi? Drogue, alcool. Oui, les gens ont une image, en tout cas. La vie la nuit, débridée. Totalement. Ok. Oui. Des artistes. Les saltimbanques. Les fameux. Voilà, qui ne se lavent pas, je sais pas. Mais bon, moi, je fais pas partie de ça, j'ai jamais fait partie de ça. En plus, comme j'ai toujours dit, j'ai la chance d'avoir des enfants. Et les enfants, quand vous vous levez le matin, ça vous ramène directement à l'essentiel. Ah, bah là, oui. Donc, en fait, j'ai pas du tout eu l'impression ni d'avoir un ego. Vous êtes ramené à la réalité, quoi qu'il arrive. Oui. Mais pour autant, vous allez faire votre chemin, là. Ah oui. Vous allez réussir à passer la frontière. Oui, mais de nouveau, ça, c'est parce que je rencontre mon moine, comme je l'appelle, Stéphane, qui, en fait, lui, je le contacte parce qu'en fait, je suis frustrée de ne correspondre à rien, de ne rentrer dans aucune case, donc du coup de me sentir non reconnue. Et c'est lui, en fait, qui dès le début va me dire, mais en fait, on va travailler dans l'autre sens, parce qu'en fait, le sillon que vous creusez, c'est le vôtre, il est plus lent. Alors évidemment qu'il y a des romans, parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà publié un premier roman en 2012, mais qui n'a rien à voir, qui n'est pas de l'humour. Enfin, tout ce silence, il ne faut pas le lire pour rire. C'est un roman qui est plutôt même un peu touchant et dur. Et il me dit, mais voilà, c'est votre sillon, ça prend du temps, puisque c'est un sillon qui n'existe pas. C'est ça. Voilà, c'est pas le même que tout le monde. Je vais vous apprendre à l'assumer pleinement. Moi, j'ai l'impression que je ne suis encore qu'à mi-chemin de mon parcours. C'est-à-dire que, vu que je suis une impatiente, j'estime toujours aujourd'hui que je ne suis pas là encore où je suis supposée être. C'est pas encore assez. Ou c'est suffisant pour l'instant? C'est génial parce que j'en vis. Enfin, je veux dire, ça fait quand même maintenant presque 8 ans, 7-8 ans que j'en vis vraiment bien et que je suis libre et que je suis devenue ma propre productrice. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai fait voilà. Mais pour moi, on n'est encore qu'à la moitié du chemin. C'est-à-dire que je veux aller vers le cinéma, je commence seulement à y aller puisque je viens d'écrire et de réaliser mon premier court-métrage. La littérature, il y a 3 romans publiés, mais il y en a d'autres dans mes tiroirs. Et pour le moment, il n'y a pas encore une reconnaissance à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, je suis convaincue que tout va se relier, en fait. Oui. Toutes les écritures vont se relier. Mais pour le moment, vu que je suis sur des axes qui sont, en plus, qui viennent un peu déranger les gens, parce que les gens viennent me voir pour rire. Déjà, il a fallu que les gens qui regardaient les vidéos viennent au théâtre, ce qui est maintenant aussi le chemin. Donc ça, c'est magnifique. Donc il y a plein de chemins, en fait. Il y a plein de médias différents. Je pense que tout ne s'est pas encore rassemblé. C'est-à-dire qu'en fait, ça va, à un moment donné, former un kaléidoscope, mais tout le monde ne voit pas encore le kaléidoscope. Mais j'ai l'impression que vous le voyez très, très clair. Oui. Mais d'où mon impatience, en fait. Je pense que c'est pour ça, en fait, que je suis très impatiente. C'est que moi, ça fait très, très longtemps que je vois tout le kaléidoscope. Mais en même temps, vu que je vais vivre très vieille, j'ai le temps de faire tout ça. Parce que c'est intéressant, parce que ça permet de revenir. Justement, on va tirer un peu le fil de toutes ces lanières-là. Il y a l'humour et à travers vos spectacles, comme celui que moi j'ai vu, où il y a énormément de tendresse dans ces spectacles. Est-ce que c'est la tendance d'être dans des trucs un peu d'humour un peu corrosif et tout ça, même parfois envers soi-même? Vous, c'est pas le cas. Ah non, j'arrive. De toute façon, je n'y arrive pas. Il y a un truc très frais qui fait du bien, et cette tendresse-là, elle est agréable aussi à recevoir, en fait. Ça me fait très plaisir, mais de toute façon, je suis incapable. Je n'aime ni la moquerie, ni le truc cinglant. Enfin, j'admire certains humoristes qui manient ça magnifiquement, mais moi, ça ne me vient même pas. Oui, c'est ça. Je suis un peu trop bisounours, je crois. On voit bien, en fait, en vous écoutant. Vous n'êtes pas humoriste.
J'aime bien l'idée de la passeuse d'histoire que vous évoquez, de raconteuse, parce que on voit qu'il y a ce besoin presque de libérer aussi la parole. Alors là, vous y allez sur tous les sujets. Et pour les femmes. Okay, hein. Et pour les femmes, voilà. Je suis là, la ménopause, la périménopause, les injonctions de Botox. Là, on l'a évoqué, à quel point la maternité, c'est pas aussi beau ce qu'on nous a vendu. Tout ça, vous y allez avec vos mots et votre style, mais il n'y a pas de sujet tabou, j'ai l'impression. Non. Ah il n'y en a pas, non. Je ne vois même pas, je n'ai même pas une idée de sujet tabou. Et c'est presque thérapeutique, en fait. Et pas que pour vous. Voilà, oui, c'est ce que souvent on me renvoie. Mais oui, il y a quelque chose là qui... je ne le fais pas consciemment, mais en fait, c'est tellement profondément qui je suis. Et je viens tellement d'un monde où les femmes se sont tues qu'à un moment donné, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire les choses. La vie met sur mon chemin des choses qui sont dingues. Tout m'amène tout le temps à libérer la parole sur plein de trucs. Je pars jouer aux États-Unis, persuadée que je vais peut-être rencontrer quelqu'un, parce qu'en fait, en méditant, on me dit tout le temps. En fait, à la base, je veux annuler ce voyage parce qu'en fait, financièrement, c'est compliqué de jouer aux États-Unis, il faut payer le visa, etc. Oui. Mais je médite sur le sujet en me disant est-ce que je dois y aller ou pas y aller. Et tout le temps me vient, tu vas rencontrer quelqu'un, tu dois y aller. Et à ce moment-là, je suis seule déjà depuis un bon moment. Oui, c'est ça, on ne l'a pas dit, mais vous êtes... Oui, parce que j'ai divorcé en 2017, c'est moi qui ai pris la décision, oui. Mais donc là, je sens que je dois partir aux États-Unis et je pars là-bas. Et la personne qui vient me chercher à l'aéroport s'appelle Caro. Elle sort de la voiture et je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Tout de suite, sur le moment, vous êtes terrassée. Oui, mais moi, je suis hétéro. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et elle est hétéro, donc ça n'a aucun sens. Et pour l'une et pour l'autre, c'est hyper clair tout de suite. Pas du tout. Moi, je pense que c'est hyper clair tout de suite. Mais comme j'ai quand même un mental super fort et que j'aime les hommes à bras poilus, mais c'est vrai, j'en ai fait des spectacles. J'ai fait un spectacle sur Robert Redford. Enfin, j'ai fait dans tous mes spectacles. Dans le spectacle que vous avez vu, je passe mon temps à courir derrière Iron Man. Et c'est sincère. C'est vrai. C'est sincère, vraiment. Donc en fait, je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Rien. Et j'ai mis du temps, il a fallu du temps en fait pour que je m'autorise à me dire, mais enfin, et en me disant, mais c'est dingue parce qu'en plus, moi j'ai plein d'amis qui sont homos, que ce soit des femmes, des hommes. Donc j'ai une ouverture sur le sujet. Je veux dire, je sais bien à propos de moi-même que c'est pas un truc que j'aurais ignoré ou mis dans un coin sous le tapis en me disant, oh non, 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 pas du tout. Pas du tout. Voilà, mais c'est une histoire sublime qui dure depuis 16 mois. Enfin voilà. Incroyable. C'est assez incroyable, oui. C'est un truc de dingue. Donc, comme quoi la vie, si on m'avait dit que je parlerais de l'amour de cette manière-là, comme ça, je l'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru, en fait. Mais en même temps, ça me pose aucun souci d'en parler. Je n'ai eu aucun souci mis à part peut-être au début en me disant, bon, c'est quand même, c'est bizarre quand même d'annoncer ça à ses enfants. C'est bizarre. Enfin, je veux dire, en leur expliquant, en fait, en disant, mais je suis foudroyée, je ne comprends même pas moi-même ce qui m'arrive, mais c'est tellement beau et c'est tellement fort que je ne peux pas le nier. Je ne peux pas. Pour ça, la petite voix, elle est toujours plus forte, en fait. Mais elle emmène vers des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais en fait, ça, c'est aussi un truc que Stéphane Lemoine m'a transmis, c'est que la vie, contrairement à ce qu'on croit, est extrêmement bien faite, même s'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, ça, mais quand même, il y a quelque chose qui est extrêmement bien fait. Et quand on écoute ses tripes, même si la vie nous dit, vas-y, saute de la falaise, t'as pas de parachute, tu sais quoi, tu changes de boulot, tu n'auras pas d'argent, ça ne va pas aller. Mais s'il y a quelque chose en soi qui dit, vas-y, en fait, la vie va mettre en place un parachute. Il se passe un truc. Et plus j'en parle avec les gens, parce que j'ai déjà rencontré pas mal de gens qui ont, comme moi, changé de vie, et tout le monde dit la même chose. Tous ceux qui l'ont fait disent la même chose. Donc, en fait, toutes les excuses, et que je comprends, parce que c'est tellement humain, qu'on se trouve, oui, mais bon, j'ai mes enfants, j'ai j'ai ma maison, j'ai ceci, ça n'ira pas, comment puis-je faire? Et puis, et pour tout, pour le divorce, pour les séparations, pour les changements, vraiment les changements de... Voilà, mais à un moment donné, si on n'est plus aligné, on s'éteint, en fait. Or, on est là pour être lumineux. C'est que ça, le secret, en fait. Et vous qui êtes maman, j'imagine qu'il y a aussi l'exemple à donner. On a pas envie de montrer à nos enfants qu'on est là pour subir des situations qui nous font plus plaisir. Tout à fait. Et c'est pas pour ça que c'est facile. Et c'est pas pour ça que ça ne fait pas souffrir. Il y a des décisions qu'on prend qui font souffrir. Mais la souffrance fait partie de la vie aussi. En parlant d'enfant, vous diriez quoi à cet enfant que vous étiez, qui avait ces grands rêves là, mais bon,
on lui disait aussi de faire littéraire et c'était très bien. Bah, je lui dirais quoi? Enfin, je suis très connectée à la petite Véro, on l'appelait comme ça, parce qu'elle est toujours très très fort là, que je dois plutôt un peu la calmer tout le temps en disant attends, ça va venir. Arrête d'être impatiente comme ça. Et elle crie, elle fait oui, enfin bon, quand même. Elle est un peu capricieuse. Elle aimerait bien que ça aille plus vite. En fait, honnêtement, je vais vraiment être tout à fait franche. Ce fameux matin de l'Olympia où les lettres sont montées, en fait, et le soir où j'ai salué devant les gens, je me suis dit que je pouvais mourir. Que si je mourais, c'était déjà beaucoup pour cette vie-ci, en fait, d'avoir accompli tout ça. Et surtout avec cette sensation d'être, parce que le côté outsider, je l'ai très fort et encore aujourd'hui. Je disais dans le précédent spectacle d'Envie de mer, quand je remerciais les gens, après je leur disais, vous savez, je suis comme une Lituanienne qui voulait devenir présidente des États-Unis. On pense que la Belgique c'est tout près, mais c'est pas si près, c'est compliqué. Puis moi j'étais même pas à Bruxelles, j'étais à la campagne et c'est tout un chemin. Et puis j'ai eu des enfants. Je connais pas beaucoup dans mes pairs de femmes humoristes qui ont élevé en même temps 3 ans. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout ça, ou qui écrivent des romans. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, pour moi, le chemin, j'ai l'impression que j'ai fait tout un chemin dans la monde. Voilà, c'est une course de fond très longue. Donc, je suis d'autant plus fière de ça. Voilà. Je suis très, très fière de ça. J'ai quelques questions rituelles pour clôturer notre échange. Oui. La première question, même si vous l'avez répondu en filigrane, c'est quoi votre rituel quotidien pour vous connecter à vous-même et à votre petite voix? Le yoga tous les matins, qui s'est maintenant agrémenté d'une version tai chi, qui me va très bien. Voilà, parce que je suis pas une grande sportive. Or, il faut un petit peu quand même que je prenne soin de moi, puisque c'est mon outil, mon corps est mon outil. Méditation, mes méditations, ça plusieurs fois par jour, mais pas nécessairement de manière. J'ai pas besoin de mon tapis et de m'asseoir. Mais dès que j'ai un moment pour moi, enfin souvent c'est un moment que je prends. J'écoute aussi beaucoup. J'ai une appli qui permet d'avoir des sons en fait, qui permet de se relaxer. Ça c'est un truc dans le train ou dans tous mes trajets, même parfois en voiture, que j'écoute, qui me fait beaucoup de bien. On a beaucoup parlé du fait que vous adoriez écrire. J'imagine que vous aimez aussi du coup lire. Oui. Est-ce qu'il y a un livre comme ça dans votre cheminement qui vous a particulièrement aidé, éclairé? Alors, il y en a plein, mais j'ai envie de dire que celui qui m'a le plus fait avancer, alors c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est Stephen King. Alors là, il faut... Ah oui. on va pas se contenter juste de ça. Et pourquoi parce que c'est un très très grand raconteur d'histoire, qu'il a une intelligence du récit et de la dramaturgie qui est exceptionnelle, honnêtement. Et pourtant, j'aime pas du tout le fantastique. Donc, en plus, c'est ça qui est le plus dingue. Mais par exemple, Stephen King est le seul auteur où je peux tout lire. Je lis tout parce que c'est du petit lait. Voilà, c'est du petit lait en termes de dramaturgie. Donc, c'est brillant. Maintenant, sinon, il y a des auteurs beaucoup plus littéraires. Je pense à Christian Bobin, qui est un auteur très poétique et très lumineux, que j'adore. Voilà, des auteurs comme Delphine de Vigan, qui m'a beaucoup apporté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Véronique, que vous êtes heureuse? Oui. Mais ça fait déjà très longtemps que je le suis. Et vous le portez là dans votre réponse. Oui, franchement, oui. Après, il y a des moments difficiles comme pour tout le monde. Hein. Parfois, moi, voilà. Ce que je raconte, voilà, ça m'arrive de pleurer dans mes toilettes, ça m'arrive même très régulièrement. Mais les émotions, en fait, c'est ce qui nous fait. Donc, plus on les identifie et plus on les accueille, plus elles passent vite. Il n'y a que la joie qui perdure. Ça, c'est la seule émotion qu'il faut vraiment chercher à cultiver tous les jours. Ça, c'est très présent dans ma vie. Et l'humour aide à ça. L'humour aide à la, oui, évidemment. Oui, ça permet un peu de relativiser. Où est-ce qu'on peut soit vous retrouver de manière digitale ou carrément peut-être venir vous voir s'il y a des dates qui sont prévues? Alors, il y a plein de choses qui sont prévues. Là, je suis un petit peu dans une période de repli parce que je crée le nouveau spectacle, La vraie vie. Donc, il vient clôturer ma trilogie sur la vie, puisqu'il y a eu Vie de mère, Femme de vie, et donc maintenant La vraie vie. Donc, ce sera le dernier opus de cette trilogie-là, qui va se créer à partir du 6 mars en Belgique. Donc, il y a déjà une 40aine de dates signées en Belgique, et puis Avignon probablement, enfin même très certainement,
cet été et puis en France et à Paris à partir de la saison prochaine. Et donc voilà, donc il va y avoir plein de dates partout. Et puis en attendant ces dates-là. En attendant, j'ai quand même repris toutes mes activités sur les réseaux. Donc il y a des vidéos à retrouver. Des vidéos à retrouver toutes les semaines, des posts. Voilà, je suis très active sur Insta et Facebook et YouTube. Donc n'hésitez pas. On a quand même de quoi grappiller. Oui, il y a de quoi patienter. Voilà, jusqu'au mois de mars, en tout cas, oui. Ben, merci beaucoup, Véronique. Je suis contente de cet échange. Merci de nous avoir donné à voir autre chose que l'humoriste que vous êtes, plus la femme. Oui. Voilà. Il y a encore plein de sujets, on peut se revoir si vous voulez. Mais avec plaisir, on prend date, on fait la suite. En tout cas, il y aura une suite effectivement la semaine prochaine où on va parler de ce que c'est que d'écouter sa petite voix. Ouais, super. Merci, Véronique. Merci à vous. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates a horizon. Your mind is a space.